Ta mort est inévitable. Like et abonne-toi. Peut-être un peu brusque l'histoire. Ce que je voulais dire, c'est que toi, moi, l'amour de ta vie, tes parents, tes proches, ou même Poutine vont y passer. Pas beaucoup mieux. Bref, on a un temps limité ici. Et en regardant autour de moi, la société, tout ça, j'ai pas l'impression que les gens l'ont compris. Par exemple, au hasard comme ça, demain tu meurs. Est-ce que t'as eu l'impression de vivre? Je veux dire, pleinement. Est-ce que t'as profité au max de chaque instant, de chaque expérience, de chaque endroit? Alors tu vas me répondre que c'est pas possible. On est bien d'accord là-dessus. La peur de mourir découle de la peur de vivre. Celui qui vit pleinement est prêt à mourir à tout moment. Malheureusement, tu connais ce sentiment. T'as déjà perdu une personne chère à tes yeux, et tu t'es dit « je donnerai tout pour passer encore un moment avec ». Ou encore « il ou elle est parti trop tôt ». C'est ce qui est arrivé à Mark Manson, qui a perdu Josh, son meilleur ami quand il était jeune. Après sa mort, Mark retrouvait Josh dans certains de ses rêves. Au cours de l'un d'eux, Mark se disait désolé et triste pour Josh qu'il soit parti si tôt, qu'il avait encore tant à vivre. Ce à quoi il répondit « Pourquoi est-ce que tu te préoccupes de ma mort alors que tu as toujours autant peur de vivre ?» Josh n'était pas philosophe comme cette citation peut nous le laisser penser. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par peur de vivre? J'ai pas peur d'aller au bar avec des potes. J'ai pas peur d'aller au ciné avec ma copine. Manson a sûrement une piste plus plausible. Pour lui, vivre, c'était souffrir. Ok, pas tout à fait. D'après lui, vivre, c'est ce qui nous semble pénible et inconfortable. Je te propose un dilemme à la Matrix. Pilule rouge, tu restes sur le canapé toute la journée à mater Netflix et scroller sur ton téléphone. Pilule bleue, tu dois lire ce fameux bouquin de 300 pages qui prend la poussière dans ton étagère et aller 1 heure à la salle de sport. Alors pour ta bonne conscience, tu vas te dire que tu prendrais le bouquin et le sport, mais ton cerveau va aller au plus simple, là où il y a le moins de friction. Et en réalité, choisir la journée chill sur le canapé à rien foutre. L'humain cède face à la peur, à la honte, à l'inconnu, alors que c'est là que réside la vie. Pour Manson, sa pilule rouge, c'était d'entretenir le rêve de devenir une rockstar. Et le lifestyle qui va avec. Répétition avec son groupe, mais surtout drogue, alcool, régime alimentaire douteux, une nana différente chaque soir. À long terme, où ça va l'emmener? Je suis pas sûr qu'il y ait un long terme avec ce genre de rythme de vie. Mais c'était facile à entretenir au jour le jour. La mort de son ami a été un vrai tournant, une vraie claque. Sa pilule bleue alors? Il a arrêté de fumer des clopes, de consommer de la drogue, les jeux vidéo et la musique. Ça fait peur comme ça. Certains vont se dire, il a arrêté de vivre quoi. Bien au contraire. Il s'est inscrit à la fac, à la salle de sport, il a rencontré de nouveaux amis et sa première petite amie. Laquelle des deux versions de Mark vit et va vivre le plus d'après toi? Je cite, « Étonnamment, c'était la mort de quelqu'un d'autre qui m'avait donné la permission de vivre. Sans la mort, rien n'aurait d'importance. Contexte, réalité alternative. T'es immortel. À première vue trop cool, tu vas enfin pouvoir devenir vétérinaire, astronaute, inventeur de génie, peintre et éleveur de pingouins en Antarctique. Ok, mais tu crois pas que tu vas te faire chier un moment? Prends le dernier jeu vidéo auquel t'as joué. Une fois que tu as fait ce que tu voulais dedans, tu restes à tourner en rond dans cet univers? Les habitants Animal Crossing, ils m'ont pas vu depuis 1 an, miskin. Parce que ma vie dans cet univers, elle est finie. Et c'est le fait que j'ai eu un temps limité dedans qui a rendu cette expérience intense et intéressante. Le problème de la vie telle qu'on la connaît, c'est qu'on sait pas quand elle prend fin. Ni pour nous, ni pour ceux qui nous entourent. Mais on se dit qu'on a le temps. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps. Ernest Becker a une vie un peu agitée. Pas vraiment couverte de réussite, due à un caractère compliqué. Il a écrit un bouquin sur son lit de mort. Ce fameux bouquin, c'est The Denial of Death. Et comme un symbole, 2 mois après sa mort en 1974, il remporte le prix Pulitzer pour cet ouvrage. Dans ce livre, il parle du rapport unique qu'a l'humain avec la mort. Il explique que nous sommes les seuls animaux capables de nous représenter des choses de manière abstraite dans notre esprit. On peut considérer à la fois le passé, le présent et le futur, pour nous imaginer dans des situations hypothétiques. Baker pense qu'on a 2 moi. Notre moi physique, qui est notre enveloppe matérielle, notre corps, et notre moi conceptuel, notre identité ou l'image qu'on a de nous-mêmes. La thèse de Baker est la suivante. On sait tout ce qu'on va canner, que c'est inévitable, et le fait que ce soit inévitable nous fasse flipper. Du coup, on se force à créer un moi conceptuel éternel, et ça passe au travers de projets d'immortalité, comme des statues, des ouvrages, avoir des enfants, etc. Toutes sortes de projets qui laissent une trace de nous dans le futur. Notre civilisation, en fait, est basée sur ce principe. Les villes, les gouvernements, les technologies sont toutes et tous des projets d'immortalité. Thomas Edison a inventé l'ampoule. Et on se souviendra de lui à travers les âges pour sa création. On se souviendra de Napoléon jusqu'à la fin des temps de par ses exploits militaires. C'est une manière de vaincre la mortalité, qu'on se souvienne de nous. Notre enveloppe corporelle n'est certes plus là, mais notre œuvre oui, et elle perdurera. Le revers de la médaille, c'est que nos projets d'immortalité deviennent nos valeurs, et qui peuvent entrer en conflit avec les projets d'immortalité des autres, par exemple les religions ou les guerres. Ils peuvent donc perdre de leur sens, et quand nos valeurs s'effondrent, il en va de même pour nous au plan psychologique, car la réalisation de ces projets concentre notre attention sur eux, nous occupe l'esprit et on articule notre vie autour de leur réalisation. S'ils deviennent obsolètes et quittent notre vie, la terreur de la mort les remplace et nous paralyse. Face à cela, il y a 2 écoles. La thèse de Baker, l'antidote amer. D'après lui, chacun doit douter de son moi conceptuel plutôt que de tendre à sa réalisation, ne pas être dépendant de lui.
Exactement ce qu'on te dit quand tu es dans une relation difficile. Ton bonheur ne doit pas dépendre de cette personne. Bah là c'est pareil. Faut s'efforcer d'accepter la mort du mieux possible. Parce qu'une fois relax avec le fait qu'on mourra tôt ou tard, t'es libre de choisir tes valeurs, sans être prisonnier de ton projet d'immortalité. La deuxième version, c'est au contraire de te jeter corps et âme dans ce projet. Petit disclaimer, le mieux c'est quand même de s'assurer que notre projet va faire de mal à personne. L'Allemagne des années 40, c'est un bon exemple. C'est quand même plus cool d'inventer l'iPhone ou d'écrire un bouquin qui va aider les autres. Beaucoup de grands hommes ont choisi cette voie, persuadés que c'était la recette du bonheur et de l'immortalité. Ils avaient la conviction de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux, la seule manière à leurs yeux de faire partie de l'humanité, et donc de vivre. Chacun d'entre nous est promis à la mort. Quel cirque, cela devrait suffire à nous faire nous aimer les uns les autres. Mais non, les futilités de la vie nous paralysent.